Il est 15h30, bienvenue sur BFM TV si vous nous rejoignez à la une de l'actualité de l'après-info cet après-midi. J-2 avant la prochaine mobilisation syndicale mardi contre la réforme des retraites. Près de 7 Français sur 10 se disent toujours non favorables au texte. Seront-ils dans la rue ou en grève le 31 janvier? La grève, un moyen coûteux pour exprimer son opposition. Le trafic SNCF et RATP s'annonce par ailleurs très difficile selon le gouvernement. On vous parle de tout cela dans cette édition. Le gouvernement qui est à l'offensive à la veille de la présentation du projet de réforme des retraites en commission à l'Assemblée et donc à 2 jours de cette nouvelle mobilisation. Le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable selon Elisabeth Borne. On va en reparler dans ce journal. Et en Ukraine, les combats se poursuivent inlassablement dans le Donbass. La région de Donetsk est particulièrement visée par Moscou. Aujourd'hui, nous y retrouverons Rémi Inc dans la ville de Sloviansk. Plus que 2 jours donc avant la seconde journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Après le succès des grèves et des manifestations du 19 janvier dernier, les syndicats espèrent rassembler davantage mardi, quitte à bloquer le pays. Et d'ailleurs, selon le dernier sondage Elab pour BFM TV, près de 6 Français sur 10 estiment qu'un blocage serait le seul moyen pour contrer cette réforme. Mais faire grève, ça a un coût que tous les opposants ne peuvent pas forcément se permettre d'assumer. Nicolas De Roussi avec Amelia Giudice. La poursuite de la mobilisation contre la réforme des retraites se joue dans la rue, mais aussi dans le porte-monnaie des opposants, car multiplier les jours de grève a un coût qui peut être trop lourd dans un contexte d'inflation. Il faut pouvoir faire grève. Moi, si je fais grève une seule journée, ça me coûte 75 €. Je ne peux pas me permettre de perdre 75 €. Je suis tout seul chez moi. Il faut que je remplisse mon frigo. Comment je vais faire pour manger? En France, en moyenne, un employé du privé touche 11,3 € net de l'heure, soit un peu plus de 79 € la journée de 7 heures de travail. C'est à peu près la même chose pour un ouvrier, payé près de 83 € par jour. Pour un cadre, le chiffre monte à 193,2 € la journée. Alors pour tenter de pallier les pertes de revenus des salariés les plus précaires en cas de débrayage, certains syndicats mettent en place des caisses de grève. Ça ne sert pas à rembourser de manière automatique les journées de grève de nos adhérents adhérentes. En revanche, pour nous, ça sert à collecter de l'argent pour organiser la solidarité. C'est-à-dire que ça permet aux personnes qui ne sont pas de service les jours de grève, aux personnes qui sont retraitées, aux personnes éventuellement qui ont des revenus suffisants, de pouvoir donner de l'argent dans une caisse de grève qui puisse être ensuite utilisée pour limiter la casse sur le plan financier pour nos collègues qui ont les revenus les plus bas, les plus précaires. Chaque organisation syndicale organise différemment sa caisse de grève. Les adhérents de la CFDT, par exemple, se voient proposer une indemnité à hauteur de 7,70 € de l'heure. Nous sommes en direct avec Arnaud Marcinkiewicz. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire syndicat CGT Cheminots Montparnasse. Tout d'abord, pour commencer, un mot sur ces caisses de grève notamment. Ça vous coûte combien, vous, le fait de faire grève? Écoutez, tout d'abord, c'est proportionnel au salaire. C'est une retenue journalière en fonction du nombre de jours de grève. Mais je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas le sujet qui anime majoritairement les travailleuses et les travailleurs. Ce n'est pas le sujet principal sur lequel nous échangeons et nous échangerons mardi lors des assemblées générales. Ce qui nous préoccupe le plus, c'est le projet de réforme des retraites du gouvernement. On va y venir en effet, mais bon, c'est vrai que c'est quand même une variable non négligeable pour certains aussi de financer cette journée de grève. Aujourd'hui, le ministre des Transports, Clément Beaune, a déclaré qu'il faudrait s'attendre mardi à une journée difficile, voire très difficile dans les transports. Vous qui êtes syndicaliste dans le cheminot, les prévisions ne seront connues qu'en fin d'après-midi, mais est-ce que vous nous confirmez que la mobilisation sera forte mardi? Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais donner raison au gouvernement et à M. Clément Beaune. Oui, les chiffres de grévistes qui nous reviennent jusqu'à maintenant sont très importants. Les cheminots vont être mobilisés mardi, massivement, sur des chiffres à peu près, voire supérieurs à la journée du 19 janvier dernier. Donc voilà, ça montre la détermination qu'ont les cheminots, mais aussi, je crois, l'ensemble du monde du travail aujourd'hui à gagner une autre réforme des retraites plus juste, plus équitable pour l'ensemble du monde du travail. Ce sera donc une deuxième grande journée de mobilisation en semaine. La dernière fois, c'était un jeudi, là, c'est un mardi. Jean-Luc Mélenchon, il propose de son côté de se mobiliser aussi le week-end. Est-ce que c'est une idée que vous pourriez retenir? C'est une idée qu'on pourrait retenir, mais aujourd'hui, nous, ce que nous faisons, c'est que nous appelons à la grève dans les travailleuses et les travailleurs, à la grève et à impacter sur l'économie, à impacter sur le capital, pour pouvoir bloquer et gagner sur nos revendications. Donc nous appelons à la grève mardi, mais aussi à rejoindre l'ensemble des points de rassemblement et manifestations sur l'ensemble du territoire. Il y en a plus de 200 qui sont recensés sur le site internet de la CGT. J'invite l'ensemble des travailleurs et des travailleuses
à venir le consulter, à venir se rassembler, à venir discuter et à venir manifester, surtout mardi. Et à Paris, ce sera place d'Italie à 14h. Donc ça, c'est pour le plus proche, pour mardi. Par ailleurs, avec Sudrail, la CGT Cheminots propose 2 jours consécutifs de grève les 7 et 8 février, au début des vacances scolaires de la zone A, puis une grève reconductible possible à partir de mi-février. Alors certes, 64% des Français de notre dernier sondage ELAB disent soutenir la mobilisation, mais est-ce que vous ne craignez pas, à force, de finir par vous mettre à dos un certain nombre de Français ? Écoutez, on verra. Déjà, nous allons mettre effectivement au sujet, à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de mardi, le sujet effectivement des 7 et 8 février prochains, mais aussi de la reconduction. Ce qui est à l'ordre du jour, effectivement, c'est l'amplification du mouvement dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs et des travailleuses de ce pays pour gagner une autre retraite. On est soutenu, tant mieux. Puis on verra, voilà, on verra dans la poursuite du mouvement. Merci beaucoup Arnaud Marcinkiewicz d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV cet après-midi. On en saura plus sur les prévisions du côté de la SNCF et la RATP à 17h en direct sur BFM TV. Donc pour connaître ces précisions, ce sera au tour de Sonia Carnero tout à l'heure sur notre antenne. Et on continue avec ces révélations, des sondages qui semblent le plus déranger les Français opposés à cette réforme. Finalement, ce n'est pas tant qu'elle soit portée par Emmanuel Macron, mais plutôt ce qu'elle contient. Regardez ce chiffre, 84% des sondés de notre enquête ELAB l'affirment. Plus précisément, une majorité rejette l'argument d'une réforme indispensable avancée par l'exécutif, comme l'explique Bernard Sananès, président de l'Institut de sondage ELAB. L'opposition à la réforme des retraites est largement majoritaire en l'état actuel des débats. On a autour de 7 Français sur 10, 68 pour l'IFOP, 72 chez ELAB. Vous voyez, c'est très proche. Souvent, la première question qu'on pose, est-ce que vous estimez que cette réforme est nécessaire ? Eh bien, il y a aujourd'hui une courte majorité de Français, 54% contre 39% qui pensent l'inverse, qui ne sont pas convaincus de la nécessité de cette réforme. Tant que vous n'êtes pas convaincu de la nécessité d'une réforme, vous ne pouvez même pas entrer, j'allais dire, dans le débat sur ses modalités. Et donc, pour l'exécutif, on le voit bien, il y avait, encore une fois, dans les propos de la Première ministre, l'idée de revenir sur cette priorité, convaincre qu'il n'y a pas d'alternative à l'idée de ne pas réformer les retraites. Anne-Sora Dubois nous accompagne en plateau. Bonjour Anne. Bonjour. Journaliste au service politique de BFM TV. Bernard Sananès évoquait cette autre estimation proche de celle de l'Institut ELAB, l'IFOP, qui estime que 68% des Français ne sont pas favorables à la réforme des retraites. Est-ce que l'exécutif, qui a bien précisé que tout se discuterait au Parlement et pas ailleurs, est prêt à entendre ça, est bien conscient de cela? Alors non seulement il est prêt à l'entendre, mais il est même en train d'en faire un de ses arguments de communication autour de la réforme des retraites, puisque maintenant, ce que martèle à la fois la Première ministre et à la fois les ministres qui se démultiplient sur le terrain, ça n'est pas parce qu'une réforme est impopulaire qu'il ne faut pas la faire. Donc non seulement il y a conscience qu'il y a une énorme défiance, évidemment, comment pourrait-il ne pas y avoir conscience? Il y aurait même une part d'aveuglement. Le gouvernement amputerait sa crédibilité s'il ne manifestait pas sa clairvoyance sur le rejet que suscite cette réforme. En revanche, comment on analyse ces 68%? Pour rappel, le sondage est là pour BFM TV la semaine dernière, c'était 72% des Français opposés à la réforme. Donc on est à peu près sur les mêmes étiages, 70% en moyenne. Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi 68 au lieu de 72? Parce que vraisemblablement, la démultiplication des ministres sur le terrain a quand même fini par faire augmenter très légèrement le soutien à la réforme. En revanche, on est toujours bien en dessous en termes de soutien de ce qu'on était le 10 janvier. C'est-à-dire que depuis que la réforme a été annoncée par Elisabeth Borne, l'opposition ne cesse de grandir et on n'est jamais revenu au soutien qu'on avait à ce moment-là. Ça ne cesse donc de descendre pour le gouvernement. La question aujourd'hui qui se pose pour le gouvernement, c'est est-ce qu'on est un meilleur démocrate quand on prétend agir dans l'intérêt des Français ou quand on respecte le souhait des Français? C'est bien la difficulté politique pour le gouvernement en ce moment et c'est bien d'ailleurs l'argument qui lui est opposé par les oppositions. Les oppositions disent il faut faire un référendum, les Français sont contre, le gouvernement dit même si les Français sont contre, c'est bon pour eux, il faut la faire cette réforme. C'est aussi là-dessus que va se jouer la bataille au sein de l'Assemblée nationale et on a vu ce week-end que les politiques ont bien fourbi leurs armes avant le début de l'examen de ce texte devant la Commission des Affaires sociales demain matin à partir de 9h30. Merci Anne, restez avec nous. En tout cas, une chose est certaine, parmi les points sur lesquels l'exécutif ne transigera pas, il y a cet âge de départ à la retraite, notamment. Elisabeth Borne l'a encore rappelé chez nos confrères de France Info aujourd'hui. Non, ça n'est plus négociable. La retraite à 64 ans et l'accélération de la réforme Touraine, c'est le compromis que nous avons proposé après avoir entendu les organisations patronales et syndicales, après avoir échangé avec les différents groupes parlementaires. Et c'est, je vous le dis, nécessaire pour assurer l'équilibre du système.
Mais pour Olivier Faure, premier secrétaire du PS tout juste réinvesti, hors de question d'accepter une loi financée au détriment de la qualité de vie de nombreux Français. Écoutez. Pour économiser, ils sont disposés à oublier cette formidable inégalité qui est celle de l'espérance de vie et surtout de l'espérance de vie en bonne santé. Et c'est bien un impôt sur la vie qu'ils s'apprêtent à prélever sur les femmes, les précaires, les carrières longues, les métiers pénibles. Leur seul courage, c'est de s'attaquer aux gens ordinaires, jamais contre les puissances de l'argent. Alors pour celles et ceux qui aspirent au repos et aspirent à vivre mieux, nous serons dans la rue mardi prochain avec des millions de Françaises et de Français. Nous marcherons chaque jour où l'intersyndicale le proposera. Nous marcherons contre la réforme. Nous marcherons contre le déni de démocratie. Alors Anne, on vient d'entendre Olivier Faure, hein, il évoque ce déni de démocratie, une sorte de mépris un peu de l'exécutif pour les Français ordinaires, mais la Première ministre, elle est ferme. Pour elle, tous les compromis pour maintenir le système de retraite ont déjà été épuisés. Alors est-ce qu'il reste finalement encore un peu de marge de négociation ou pas du tout? Alors il reste encore des petites choses, mais on va rappeler quand même le cadre qui est très précis dans la tête de l'exécutif. Le dernier élément a été donné par la Première ministre ce matin, ça sera 64 ans et ça n'est pas négociable. Donc je vous rappelle les contours. 64 ans, équilibre budgétaire, pas de hausse d'impôts pour les Français, pas de hausse de cotisations pour les entreprises et pas de baisse des pensions. Effectivement, ça contraint beaucoup les possibilités de négociation. Il en reste quand même sur les carrières des femmes notamment. François Bayrou l'a redit aujourd'hui, notamment pour les femmes qui ont eu plusieurs enfants, donc des carrières très hachées. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un peu plus de rachat de trimestre? Est-ce qu'on ne peut pas faire un geste aussi pour ces femmes-là? Puisque, on revient un tout petit peu sur le sujet précédent, mais dans le sondage, le soutien des femmes s'est effondré ces derniers jours. Parce qu'il y a eu des déclarations sur le fait que ce décalage de l'âge à 64 ans désavantagerait les femmes. Le soutien n'était déjà pas fort, mais alors chez les femmes, il est encore plus bas que chez les hommes. Donc ça fait partie quand même des marges d'évolution qu'il peut y avoir dans le texte et la majorité elle-même le dit. Sur la pénibilité aussi, il y a un dernier point très important, c'est la clause de revoyure. Cette clause de revoyure, elle est demandée par le MoDem depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je vous explique ce que c'est. L'idée, c'est de dire qu'on a mis en place un décalage progressif de l'âge de départ. On arrivera à 64 ans à un moment, mais pas tout de suite, en 2030. Et donc, progressivement, on va décaler d'un trimestre, voilà, à plusieurs étapes, l'âge de départ à la retraite. Et ce que demandaient les oppositions notamment, et ce qui a été relayé aussi par François Bayrou, c'était de dire, à un moment peut-être, c'est-à-dire d'ici la fin du quinquennat, peut-être qu'on pourrait se demander si oui ou non on va dans le bon sens, et à ce moment-là on voit si on est obligé vraiment d'aller jusqu'à 64 ans ou si finalement les prévisions s'améliorent et donc on s'arrêtera un peu avant. Voilà ce qu'a dit Elisabeth Borne hier. À la fin du mandat, il y a une clause de revoyure par nature qui est l'élection présidentielle. Alors ça, c'est classique effectivement dans la bouche de l'exécutif. Si vous n'êtes pas content de cette réforme, vous sanctionnerez dans les urnes, mais elle va un peu plus loin quand même. Elle dit, si on peut introduire le fait qu'il y aura par exemple en transparence un point d'étape sur où on en est dans le retour à l'équilibre de notre système, on pourra avoir un débat au Parlement. En 2027, on vous rappelle qu'on ne sera pas encore à 64 ans, on sera à 63 ans et 3 mois. Donc, Elisabeth Borne dit, ça sera 64 ans, ça n'est pas négociable, sauf si avant, il y a une clause de revoyure. Et ça sera notamment une partie de l'objet des débats à l'Assemblée. Dans la façon dont l'exécutif a agencé l'examen de ce projet de loi, c'est assez malin parce que l'âge, il est discuté tout à la fin. Ça évite l'obstruction parce que si vous déposez trop d'amendements sur les articles au début, vous ne pourrez pas discuter à la fin ce qu'il y a, c'est-à-dire la mesure d'âge, la cerise sur le gâteau, le morceau dur, ce qui cristallise aujourd'hui l'opinion et l'opposition politique. Merci beaucoup Anne pour toutes ces explications. Nous sommes en direct avec Monique Daba, bonjour, porte-parole de Lutte ouvrière. Comment est-ce que vous réagissez à l'inflexibilité de la Première ministre sur les 64 ans, plus négociable comme âge de départ en retraite? Alors effectivement, ce n'est absolument pas négociable, mais 63 ans non plus, et déjà 62 ans, c'est même pas acceptable. Donc il n'y a absolument rien à négocier, ni du côté des directions syndicales, ni du côté des députés. Il n'y a rien à négocier là-dessus. Tout ce qu'on veut, c'est le retrait de cette réforme dont personne ne veut. Il y a eu quand même des sondages montrant que 90% des salariés étaient opposés. Les sondages, c'est toujours autour de 70% de la population qui rejette ce projet de loi. Et c'est autour des 3/4, pareil, qui le trouvent injuste.
Donc il y a effectivement absolument rien à négocier là-dedans. C'est le retrait pur et simple dans un premier temps. Alors, en septembre déjà, vous disiez sur notre antenne que vous espériez, je vous cite, une explosion sociale pour contrer cette réforme des retraites, que vous aviez qualifiée alors d'une réforme anti-ouvrière de plus contre les travailleurs. On y est, selon vous, à cette explosion sociale après la mobilisation à succès du 19 janvier et à 2 jours de la prochaine ? Je suis assez d'accord avec moi-même. C'est effectivement, là, on va voir. Il y a au moins, alors, côté SNCF, déjà, il y a un calendrier qui est assez clair qui s'est dessiné, avec une nouvelle journée, le 31 qui est une journée interprofessionnelle, mais il y a également encore 2 jours derrière, le 7 et le 8, et pour aller vers une grève reconductible à partir de mi-février. Donc ça, je pense que ça correspond plutôt à ce qu'il y a dans la tête des gens, de me préparer, de faire gonfler ce mouvement-là. Et vous savez, moi j'ai eu la chance de vivre les grèves de 95 et les grèves victorieuses de 95 et c'est des choses que j'ai pu vivre, de voir comment un mouvement il s'amplifie par des journées au début et jusqu'à être suffisamment fort pour partir vers une grève reconductible qui emporte tout. Et ce qui était très très notable à ce moment-là aussi, c'était les collègues qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans des mouvements qui là y étaient et se sentait content d'y être, mais en plus se sentait fort, sentait la force qu'on peut ressentir dans des mouvements pareils, et tout ce qu'on a pu ressentir, alors que la veille, Juppé en était encore à dire qui canne sur quoi que ce soit, et le lendemain, qui capitule complètement devant la force des travailleurs. Moi, je souhaite à tous les gens qui se mettent en grève aujourd'hui de vivre ce moment-là. Et franchement, même si c'est complètement anecdotique, mais quand on discute avec certains et qu'on leur demande d'imaginer la tête de Macron, il devait reculer complètement sur ce projet-là, il y a un sourire jusqu'aux oreilles parce que vraiment, il y a une énorme majorité de travailleurs à qui ça ferait vraiment plaisir. Merci beaucoup Monique Daba. On verra ce qui se passera mardi pour cette nouvelle journée de mobilisation à suivre en direct sur BFM TV toute la journée, donc avec nos reporters qui seront sur le terrain pour vous faire vivre donc cette journée mardi sur BFM TV. À la veille de l'ouverture donc de ce débat parlementaire sur la réforme des retraites, cette provocation de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a critiqué dans les colonnes du Parisien un certain gauchisme bobo et accuse la NUPES de bordéliser le pays. Fin de citation. Sur notre antenne aujourd'hui, les députés de l'opposition à gauche ne se sont pas privés de lui répondre. Aurore Villemur. Dans son interview au Parisien, Gérald Darmanin fustige les oppositions et s'attaque frontalement à la NUPES. La NUPES, plus les jours passent, plus les électeurs de gauche voient que c'est une arnaque. La NUPES ne cherche qu'à bordéliser le pays. À l'approche d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites mardi, le ministre de l'Intérieur prône la valeur travail et condamne fermement le droit à la paresse, défendu par la députée NUPES Sandrine Rousseau. Monsieur Mélenchon et ses amis défendent une idée gauchiste bobo, celle d'une société sans travail, sans effort. Des propos condamnés par l'opposition. C'est vraiment l'interview de la panique. Il voit que la situation est quand même très problématique pour le gouvernement, donc il en va à l'insulte. Quand le ministre de l'Intérieur ose dire que refuser de travailler jusqu'à 64 ans, c'est être paresseux, ça n'est pas la NUP qui l'insulte. Ce sont les Français qui l'insultent. Je remarque qu'il est à court d'arguments sur le fond. Bordéliser le pays, c'est quand même pas anodin dans la bouche du ministre de l'Intérieur. Lui, ils veulent brutaliser le pays. Une interview qui ne fait que renforcer la colère de ses opposants, selon le porte-parole du Parti communiste français, qui espère une mobilisation encore plus grande mardi prochain. Le ministre de l'Intérieur qui a également critiqué l'opposition à l'extrême droite, je cite, « Madame Le Pen travaille peu et s'oppose à tout. Elle est d'accord avec tous ceux qui sont contre. Cela fait sans doute des bons sondages, mais pas une femme d'État. » Réponse aujourd'hui de Marine Le Pen. Monsieur Darmanin a fait profession de m'insulter et de commettre à mon égard des propos éminemment désagréables. Je lui en laisse la responsabilité. Qu'il vienne donc ici, monsieur Darmanin, qu'il vienne aujourd'hui la voir si nous ne sommes pas précisément au milieu des classes populaires et de cet électorat. Je sais que ça l'agace, mais qui vote pour nous de manière de plus en plus massive. Et ils ont raison, parce que c'est nous qui défendons leurs intérêts.
15h48, l'actualité en Ukraine à présent, ce sont ces combats qui se poursuivent jour après jour dans le Donbass, à l'est du pays. Kiev affirme aujourd'hui avoir repoussé des attaques dans la région de Donetsk, près de Blahodatn et dans 13 autres localités. Blahodatn que la milice paramilitaire Wagner déclare, elle, contrôlée. Rémi Ink, vous êtes notre envoyé spécial, vous êtes à Sloviansk, dans le Donbass. Quelle est la situation actuellement sur la ligne de front ? Alors effectivement, la milice russe privée Wagner assure contrôler ce village de Blahodatne, mais Moscou ne confirme pas pour le moment cette information et Kiev conteste cette victoire. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que cette ville est évidemment stratégique. Pourquoi ? Parce qu'elle se situe sur la route nord qui dessert la ville de Bakhmout et que si les Russes prennent le contrôle de ce village de Blahodatne, eh bien ils pourront couper complètement l'accès à cette ville de Bakhmout par le nord, sachant que les Russes contrôlent déjà l'est de cette ville de Bakhmout et accentuent leurs offensives également sur le sud. Les combats qui sont également violents et intenses à Vuhledar, c'est plus au sud. Cette ville de Vuhledar, cette cité minière située sur une colline, ce qui rend évidemment stratégique cette position puisqu'elle permet de pouvoir avoir une vue d'ensemble de tous les alentours et les combats sont très intenses. Les Russes ont intensifié leurs efforts sur cette ville de Vuhledar. Pourquoi ? Parce que selon eux, une victoire, une conquête de cette ville leur permettrait d'avancer ensuite vers des villes plus importantes comme la ville de Pokrovsk par exemple. Là aussi, on assiste à une guerre de communication entre Moscou qui assure déjà contrôler la partie sud et la partie est de la ville, quand Kiev assure avoir repoussé une nouvelle fois cette offensive russe. Ce qui est certain, c'est que les combats sont intenses, des combats d'artillerie, des combats même d'infanterie, avec des soldats qui sont sur le terrain et qui se battent pour le moment. D'après les dernières informations que nous disposons ici, les Ukrainiens tenteraient de s'installer dans une large zone industrielle, puisqu'une large zone industrielle occupe cette ville de Vuhledar. Ils essayent d'y installer des positions durables et fortes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Vuhledar est donc très stratégique et que Bakhmout l'est également. Ces deux villes qui aujourd'hui concentrent le front de cette guerre et qui seront évidemment stratégiques pour la poursuite de cette guerre ici en Ukraine. Merci beaucoup Rémi Ink à Sloviansk en Ukraine pour BFM TV, donc avec Hugo Dorsemène et Thomas Boutin. Tout de suite, c'est votre chronique Prenez soin de vous, consacrée aujourd'hui à l'apnée du sommeil. Votre programme commence dans 8 secondes, soit le temps qu'il faut pour transformer votre canapé en vrai lit. Votre programme avec la maison convertible. C'est en effet un trouble du sommeil qui est mal connu et surtout pas assez recherché. Il concerne à peu près 3 millions de Français. Ça veut dire presque autant que de diabétiques ou d'asthmatiques. Alors, elle se traduit pendant le sommeil par des arrêts répétés de la respiration qui sont dus à un relâchement de la langue et des muscles de la gorge. Donc, ça va coincer au niveau de la gorge et provoquer de brefs arrêts respiratoires, parfois 10, 20, 30 fois par heure. Alors, le plus spectaculaire, c'est quand ça survient chez un ronfleur. C'est environ 3% des cas. Vous avez le bruit des ronflements, puis tout d'un coup, plus rien. Le silence pendant 10 à 20 secondes, c'est assez angoissant. Et puis, ça repart aussi bruyamment. Alors le ronflement c'est banal, mais ce n'est pas un problème pour la santé, ça serait plutôt d'ailleurs pour le couple. Alors que l'apnée du sommeil, eh bien ça peut entraîner des symptômes graves. En perturbant le sommeil, avec des réveils qui sont très courts, très fréquents, mais dont on n'a pas conscience, eh bien ça peut conduire à une somnolence dans la journée, avec un risque accru de 2 à 7 fois plus d'accidents du travail ou de la route. Autres symptômes, fatigue le matin, endormissement fréquent, difficulté de concentration, irritabilité. Le lien n'est pas toujours facile à faire avec l'apnée du sommeil. Il faut y penser en particulier chez les personnes qui sont en surpoids, qui sont plus âgées, chez ceux qui ronflent beaucoup et lors de la prise régulière de somnifères ou d'alcool. Et puis ça peut aussi survenir chez certains enfants. Alors au-delà de ces symptômes, qui sont bien sûr gênants, l'apnée du sommeil, au long terme, eh bien, ça augmente de façon importante le risque de maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, l'arythmie cardiaque, l'infarctus du myocarde. En résumé, gare à la somnolence dans la journée. Cela mérite d'éliminer une apnée du sommeil. Et il existe des examens qui sont relativement simples, qui enregistrent tout votre sommeil, ce qu'on appelle la polygraphie respiratoire nocturne, la PRN. Eh bien, c'est un examen qui permet de ne pas passer à côté et surtout, ce qui est important, c'est qu'il existe des solutions qui sont très efficaces sur ces symptômes. Pour avoir plus d'informations, je vous conseille le site Alliance Apnée du Sommeil. Voilà, nous on se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous. Votre programme est fini depuis 8 secondes, soit le temps qu'il faut pour transformer votre canapé en vrai lit. Votre programme avec la maison convertible.
15h53, restez avec nous dans quelques petites minutes. Nous reviendrons sur cette réforme des retraites et la déclaration d'Elisabeth Borne qui durcit le ton aujourd'hui et qui déclare que non, l'âge de départ à la retraite à 64 ans n'est plus négociable. Déclaration de la Première ministre alors que Gérald Darmanin estime lui que la NUPES ne cherche qu'à bordéliser le pays. On en parle dans quelques minutes, à tout de suite. Votre programme avec Antargaz Énergie. Antargaz accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Antargaz, partout en France. Les nuits sont toujours plus longues quand on a mal aux dents, même quand elles ont fini de pousser. Alors chez Groupama, quel que soit votre âge, nos dentistes partenaires vous soignent avec des avantages privilégiés. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Faire sa place dans le vélo, c'est pas évident. Hein. Entre le personnel, le matériel et la concurrence, faut voir venir. Heureusement, on a trouvé quelqu'un pour envoyer du lourd. Les experts comptables, des conseils pour envoyer du lourd. Rapide et sécurisé, Apple Pay, disponible au Crédit Agricole. Retrouvez-vous autour de l'irrésistible Big Tasty, accompagné en ce moment du Chicken Big Tasty. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Je veux parler à quelqu'un. Y a quelqu'un? Ah, excusez-moi, madame, je cherche quelqu'un pour... Bienvenue dans notre galerie commerciale. Welcome to our shopping center. Offrir à chacun un conseiller à qui parler. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC. Vous vous êtes déjà demandé à quoi vous ressembleriez avec 10, 15, voire 20 kilos en moins. Comme j'aime, vous offre cette expérience inédite et incroyable. Scannez le QR code juste là et dans moins de 2 minutes, vous allez vous voir avec vos kilos en moins. Je vous montre, c'est ultra simple. Vous rentrez vos informations, vous choisissez le poids que vous voulez perdre et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Allez, scannez vite ce QR code et découvrez votre future silhouette ou rendez-vous sur comegem.fr. Comegem.fr. C'est important.fr. Comme déjà plus de 3 millions de Français, reprenez le pouvoir avec meilleur taux sur vos crédits, assurances et votre épargne pour faire les meilleures économies. Reprenez le pouvoir avec meilleur taux. On peut savoir ce qu'un mec de Free fait chez nous? C'est l'installateur Free Pro. Mais avec ça, on aura tous une fibre de fou et un forfait mobile 5G, donc... Bien sûr, nous, on est RIF. Mais pour la boîte, on prend Free Pro. Y a rien qui vous gêne. On fait comment si quelqu'un l'apprend? Ok, on n'a qu'à faire un pacte. Personne n'en parle. Bah oui, mais lui, il peut parler. Eh ben, faut pas le laisser partir. Vous allez faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va rester chez Free Pro, nous? Un jour, peut-être, RIF fera mieux que Free. En attendant, retrouvez le meilleur de Free pour les entreprises chez Free Pro. Merci Free Pro. Que voyez-vous ici? L'histoire ou bien l'avenir? Alfa Romeo Tonale hybride rechargeable. Rechargez vos émotions. L'aspirateur Dyson V15 résout les problèmes de poils d'animaux. Il démêle, aspire les poils et révèle la poussière invisible. L'aspiration la plus puissante de Dyson. Nettoyage en profondeur des foyers avec animaux. Rendez-vous sur Dyson.fr et dans nos Dyson Demo Store pour découvrir les offres. Vous avez le choix. Vous pouvez garder les vêtements que vous ne portez pas ou faire le bonheur de quelqu'un. Vendez à des millions de personnes en France et ailleurs avec Vinted. C'est sans frais. Téléchargez Vinted. Vous ne le portez pas? Vendez-le. Chez Optique 2000, nos opticiens se dépassent pour que vous n'ayez pas à vous déplacer.
Prenez rendez-vous sur le site ou au 0809 54 2000. Optique 2000, on va se revoir. 35% des microplastiques rejetés dans les océans proviennent du lavage de nos vêtements. Vous pouvez agir. Le lave-linge Grundig avec son filtre intégré retient jusqu'à 90% des microplastiques. Grundig, électroménager. Ah, vous l'attendiez cette semaine en Camargue. C'est charmant la Camargue. C'est l'endroit parfait où emmener vos enfants. Enfin, surtout si vos parents peuvent les garder toute la semaine. La France, l'Europe, le bassin méditerranéen des 34 €. Transavia, les destinations qui vous sont chères, moins chères. Mais t'as bossé ton revers ou quoi? Je travaille chez arthurimo.com. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà. Faites le bon geste. Estimez votre bien sur arthurimo.com. Maintenant, le Wi-Fi est partout chez vous avec Bibox Fibre Wi-Fi 6E de Bouygues Télécom, opérateur numéro 1 en Wi-Fi. On est fait pour être ensemble. Bouygues Télécom. Allez mon cœur, Direct Assurance, bonjour. Mais vous trouvez ça normal de nous faire économiser 240 €? Mais c'est scandaleux, monsieur. Alors je vais vous dire, moi, Direct Assurance, il n'y a pas de tutululu. Non, on va rester chez vous. C'est clair? Le seul risque avec une assurance qui vous fait économiser 240 €, c'est que vous l'aimiez. Direct Assurance, l'assurance que vous risquez d'aimer. Il est 16h, merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité de ce dimanche. Elisabeth Borne durcit le ton sur les retraites. Le report de l'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable selon la Première ministre. Gérald Darmanin estime, lui, que la NUPES ne cherche, je cite, qu'à bordéliser le pays. On va en parler dans un instant avec Anne-Sora Dubois. La mobilisation de mardi contre la réforme des retraites aura-t-elle autant de succès que celle du 19 janvier? Il y a des chances, avec toujours près de 7 Français sur 10 non favorables au texte, selon le dernier sondage d'IFOP pour le JDD. Les détails dans ce journal. À l'étranger, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou promet une réponse israélienne forte après les 2 attaques de ce week-end. L'exécutif israélien a décidé notamment d'imposer des mesures contre des familles de terroristes. Le gouvernement à l'offensive ce dimanche avant la présentation du projet de réforme des retraites en commission à l'Assemblée et à 2 jours d'une nouvelle mobilisation avec la mise au point ferme d'Elisabeth Borne. L'âge légal de départ à 64 ans n'est plus négociable selon la Première ministre. De son côté, Gérald Darmanin accuse une partie de la gauche de chercher, je cite, à bordéliser le pays. On va y revenir dans un instant. Adrien Portron. Petite phrase, mais grand retentissement. Ce matin, la Première ministre Elisabeth Borne est limpide. Elle met un point final à tout débat sur l'âge légal de départ à la retraite. Ça n'est plus négociable, la retraite à 64 ans et l'accélération de la réforme Touraine. Et c'est, je vous le dis, nécessaire pour assurer l'équilibre du système. Fermeté affichée. La majorité joue sur la cohérence de ses propos. Nous, notre proposition, c'est effectivement une proposition sur l'âge. On a toujours été clair sur ça. On l'a été pendant la campagne des présidentielles, on a été pendant la campagne des législatives. Une majorité qui se met au diapason. Reprendre la main sur ce projet de réforme, alors que l'opposition politique se nourrit pleinement de l'impopularité du texte. Alors, le gouvernement se démultiplie et fait la une de certains journaux ce dimanche, à l'image de Bruno Le Maire. J'appelle les partis de la majorité, Renaissance, Horizon, Modem, à faire bloc. Quant aux Républicains, ils disent soutenir cette réforme, tant mieux. J'espère qu'ils tiendront cette cohérence jusqu'au bout. Soigner ses alliés potentiels, les Républicains, capables d'offrir une majorité dans l'hémicycle au gouvernement. Et le gouvernement prend acte d'une certaine manière que la bataille de l'opinion est perdue. Donc en réalité, le terrain politique change. Désormais, ça va se jouer à l'Assemblée. Le texte arrive demain en commission des affaires sociales au Palais Bourbon, avant une bataille parlementaire qui s'annonce intense. Plus de 7000 amendements ont été déposés. Parti comme c'est, il n'est pas du tout impossible que sa réforme de retraite ne soit pas votée. En tout cas, nous, on fera tout pour qu'elle ne le soit pas. Alors le gouvernement pourrait décider de lâcher du lest. Parmi les sujets mis sur la table notamment, la pénibilité, les carrières longues ou encore la situation des femmes. Autre avancée qui pourrait voir le jour, l'instauration d'une clause de revoyure de la réforme. La chef du gouvernement, Elisabeth Borne, ne ferme pas la porte.
Anne-Sora Dubois, on essaie d'éclaircir tout cela avec vous. Alors, on a l'impression qu'avant, l'opposition, elle faisait avec l'opinion, contre l'opinion, et que désormais, la bataille, elle est plutôt au niveau politique. C'est ça qui explique ce changement de ton ? De ton, de sémantique, effectivement, c'est beaucoup plus brutal, c'est beaucoup plus affûté. Il y a des éléments de ce qu'on appelle les éléments de langage et même des slogans qui sont brandis par les différentes parties prenantes, que ce soit le gouvernement ou que ce soit les oppositions. On l'a entendu ces derniers jours, il y a un florilège de déclarations particulièrement agressives entre les différents protagonistes. Le ministre de l'Intérieur qui dit la NUPES ne pense qu'à bordéliser le pays. Emmanuel Bompard qui était présent sur notre plateau à midi qui lui répond le gouvernement cherche à brutaliser le pays, qui parle d'outrance. Marine Le Pen qui dit que les amendements déposés par la France Insoumise sont grotesques. La France Insoumise qui répond que c'est l'opposition du Rassemblement National qui est grotesque. La Première ministre qui enfonce le clou en disant ça sera 64 ans, c'est comme ça et pas autrement. On comprend bien que le terrain s'est déplacé de l'opinion jusqu'au sein de l'hémicycle et qu'effectivement c'est pas la même façon de parler, c'est pas la même façon de s'adresser les uns aux autres. Parce que d'abord, le gouvernement considère que pour l'instant la bataille de l'opinion, elle est perdue, temporairement peut-être, espère le gouvernement, mais en tout cas pour l'instant, non seulement le soutien n'augmente pas, mais même le refus de la réforme est en train de se muscler au sein de la population française. Donc l'idée, c'est d'essayer de parler aux Français, mais à travers la bataille parlementaire, et donc tout le monde est en train de muscler ses arguments. On voit bien que c'est beaucoup plus, encore une fois, agressif et beaucoup plus offensif. On est d'ailleurs beaucoup moins sur le terrain des faits dans le fond de la réforme. On parle moins des carrières longues, on parle moins des détails, le flux, le stock, tous ces éléments dans lesquels les Français ont pu un peu se perdre ces dernières semaines. On parle de choses très symboliques, par exemple le décalage de l'âge, ou par exemple, comme le disait Olivier Faure cet après-midi, on l'a entendu tout à l'heure, un impôt sur la vie. Donc c'est vraiment là maintenant du marketing politique pour essayer d'influencer l'opinion, mais à travers les débats au Parlement, puisqu'on vous rappelle que à partir de demain matin, 9h30, la réforme des retraites arrive devant la Commission des affaires sociales, examen de 9h30 à minuit. Juste pour demain, puis ça continue les jours suivants. Anne, quand on entend cette phrase d'Elisabeth Borne, le départ à 64 ans n'est plus négociable. Est-ce qu'il faut comprendre, on était parti sur 65 ans, on a déjà fait un effort, on est à 64 ans, et est-ce qu'il faut aussi, d'un autre côté, comprendre qu'il pourrait y avoir, de la part du gouvernement, le fait de lâcher un peu de l'est sur autre chose ? Alors, en effet, sur l'âge de départ. En effet, il y a effectivement dans la bouche d'Elisabeth Borne et dans son esprit le fait que, selon elle, il y a déjà eu une concession qui a été faite. Le premier à avoir ouvert la voie, c'était Emmanuel Macron pendant l'entre-deux tours de la dernière élection présidentielle. Il a dit c'est pas un totem, je veux pas brutaliser le pays, je ne veux pas brusquer, etc. Donc on est passé de 65 à 64. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres concessions ? Oui, absolument. En rappelant quand même quel est le cadre, puisqu'il reste quand même très strict. 64 ans d'âge, un équilibre budgétaire, pas de hausse d'impôt des Français, pas de hausse de cotisation pour les entreprises et pas de baisse des pensions. Alors sur quoi est-ce qu'il peut y avoir des avancées ? Il peut y en avoir sur la carrière des femmes. Aussi parce que c'est le gouvernement lui-même qui s'est un peu mis en difficulté ces derniers jours en admettant que la réforme effectivement pénalise un peu les femmes, surtout celles qui ont eu des carrières hachées, donc des enfants. Là-dessus, il peut y avoir des rachats de trimestres un peu plus importants, il peut y avoir des compensations, des congés maternité. On verra ce que les députés peuvent arracher au gouvernement. Députés aussi de la majorité, puisqu'il y en a certains qui plaide pour que effectivement il y ait des avancées sur cette question. La question de la pénibilité aussi, et puis ce point en particulier, la clause de revoyure. C'est un point qui a été demandé notamment par François Bayrou, qui est un allié en tant que président du MoDem du gouvernement. Cette question, c'est celle en fait de l'augmentation progressive jusqu'à 64 ans. 64 ans, ça sera en 2030. Mais avant ça, on va gagner progressivement par étapes un trimestre. Mais avant d'arriver à 64 ans, il y aura plein d'étapes. Et il y aura notamment une étape, c'est la prochaine élection présidentielle en 2027. À ce moment-là, on sera à 63 ans et 3 mois. Voilà ce que dit Elisabeth Borne, voilà ce qu'elle a redit ce matin. À la fin du mandat, il y a une clause de revoyure par nature, qui est l'élection présidentielle. Les élections législatives, sous-entendu, si les Français ne sont pas contents, ils n'auront qu'à sanctionner dans les urnes. Mais, une petite porte ouverte tout de même, si on peut introduire le fait qu'il y aura par exemple en transparence un point d'étape sur où on en est dans le retour à l'équilibre de notre système, on pourra avoir ce débat au Parlement. Ça veut dire peut-être, avant donc cette étape des 64 ans en 2030, une discussion, un point d'étape au Parlement, et on verra à ce moment-là, en 2027 par exemple, si on s'avance vers l'équilibre et si donc peut-être on n'est pas obligé d'aller jusqu'à 64 ans. Ça serait un point très important. Pourquoi ? Parce que ça voudrait dire que tout ce dont on est en train de parler maintenant, finalement, peut-être n'aurait pas lieu, c'est-à-dire qu'on n'irait pas jusqu'à 64 ans. Ça sera bien sûr le prochain débat de l'élection présidentielle, si
cette réforme est votée. Ça, c'est en 2027. On va voir déjà ce qui va se passer la semaine prochaine, déjà à l'Assemblée. On va le voir justement avec vous, Arthur Delaporte. Bonjour, vous êtes député NUPES, Parti socialiste du Calvados. Donc, dans un avenir très court, là, cette semaine qui approche, comment réagissez-vous à ces déclarations d'Elisabeth Borne, qui durcit le ton, qui dit que l'âge fixé à 64 ans pour le départ en retraite, il n'est plus négociable. Ça y est, tout a été négocié, on ne peut pas aller plus loin. Comment vous réagissez ? En fait, rien n'a été négocié. Depuis le début, les partenaires sociaux disent on a un gouvernement qui est fermé, rétif à toute discussion, et finalement qui n'en fait qu'à sa tête, droit dans ses bottes, avec un seul projet, le report de l'âge légal de départ. On avait évoqué 65 ans, mais c'était l'espèce de leurre ou d'écran de fumée, pour derrière dire c'est 64 ans sinon rien. Et finalement, rien n'a bougé depuis le départ, sinon 64 ans sinon rien. Et je constate que ce à quoi s'opposent les Français, c'est 64 ans. Donc la Première ministre ne fait que conforter l'opposition des Français à cette réforme en disant qu'elle ne bougera pas et finalement qu'elle méprise et la rue et le Parlement. Des réactions aussi de votre part au propos de Gérald Darmanin. À l'instant, à Marseille, il vient de dire pour avoir un débat, il ne faut pas avoir d'obstruction bête et méchante. Et ce matin, et ça a dû beaucoup vous faire réagir, le ministre de l'Intérieur a accusé la NUPES, je cite, de chercher à bordéliser le pays. Comment réagissez-vous ? Vous savez, l'obstruction bête et méchante du débat parlementaire, c'est quand on fait tout pour avoir un calendrier accéléré, quand on envisage de faire passer une réforme par ordonnance, là on fait une obstruction à la démocratie. Et la bordélisation, c'est-à-dire l'état social du pays dans lequel il est, c'est le gouvernement qui en est responsable. Il n'avait pas forcément d'obligation à mettre en place cette réforme, à essayer de passer en force aujourd'hui. Et donc finalement, ce qui va se passer, c'est-à-dire simplement des oppositions qui jouent leur rôle à l'Assemblée, c'est ce que le gouvernement a suscité. Nous, on a toujours dit qu'on s'opposerait à cette réforme et qu'on ferait tout pour y faire obstacle. Mais attention, on ne va pas y faire obstacle de façon bête et méchante, comme le dit le gouvernement. C'est lui qui, finalement, a la méthode la plus bête et la plus méchante. Nous, on va essayer intelligemment, sur le fond, d'aller montrer comment le gouvernement brise des vies. Eh bien, écoutez, on aura l'occasion, notamment quand on abordera l'article 7, d'évoquer avec un certain nombre de nos amendements les conséquences réelles sur les vies que va produire cette réforme. C'est-à-dire qu'on va forcer des gens à partir 2 ans plus tard en retraite, alors que leur dos, leur corps sont usés, alors que leurs métiers sont pénibles. Et là, le gouvernement devra répondre métier par métier, profession par profession, pour essayer de justifier en quoi il estime que ces métiers-là sont des métiers faciles. Et franchement, moi je vous le dis, ce n'est pas acceptable. Et quand on s'intéresse dans le détail à ce que ça va produire sur la vie des gens, évidemment qu'on peut comprendre que les Françaises et les Français le refusent. Monsieur le député Anne-Sora Dubois, une question pour vous. Bonjour Monsieur le député, petite question. Dans l'article 7, il y a précisément la mesure d'âge. C'est donc le dernier article qui devrait être étudié avec des milliers d'amendements. Est-ce que vous attendez pas un moment à ce qu'il n'y ait tout simplement pas le temps d'arriver jusqu'à cet article 7 ? Et est-ce que finalement autant d'amendements, c'est pas contre-productif précisément parce que ça vous empêchera de discuter de cette mesure d'âge ? Je vais vous dire, déjà, la plupart des amendements sont à cet article. Donc, si les débats peuvent avoir lieu, nous arriverons à cet article. Par ailleurs, nous avons dit, et contrairement à ce que dit le ministre, que nous souhaitions débattre de cet article et donc que nous nous réservions la possibilité, si on voyait que les débats s'enlisaient, de retirer des amendements pour accélérer le temps du débat. Et finalement, tous les amendements que nous avons déposés, c'est simplement un moyen de dire que nous sommes là, mais nous aurions pu en déposer 5 ou 10 fois plus. Finalement, on a été assez mesuré, je trouve, sur le nombre d'amendements qu'on a mis. Et encore une fois, je dis, on a mis des amendements de fond, des amendements qui démontrent à la fois les absurdités de la réforme et puis aussi qui mettent en avant ses impacts sur la vie, sur le quotidien des Françaises et des Français, puisque, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est un impôt sur la vie des Françaises et des Français que de repousser l'âge légal de départ à la retraite. Arthur Delaporte, je le disais il y a quelques instants, Gérald Darmanin vient donc à nouveau de s'exprimer depuis Marseille et il a à nouveau taclé la NUPES, notamment concernant la valeur travail. On l'écoute et on vous fait réagir juste après. Il faut les distinguer, ceux-là, ceux qui aiment le travail, avec ceux qui n'aiment pas le travail. Et je crois qu'il y a aujourd'hui, mais tout le monde le constate, chez la NUPES et singulièrement à la France insoumise, des gens qui n'aiment pas le travail, qui n'aiment pas la valeur travail, qui veulent une société sans effort, sans travail, et qui mentent finalement aux Français parce qu'ils disent qu'on pourrait très bien vivre sans travailler. Et moi je veux dire que c'est aussi nier les conditions des classes populaires, des ouvriers, des employés, qui savent que c'est par le travail qu'on s'en sort, c'est par le travail qu'on peut devenir propriétaire de sa maison. Alors Arthur Delaporte, le ministre de l'Intérieur, là, qui ne va pas avec le dos de la cuillère, qui s'attaque à la valeur travail, ce serait une valeur de la majorité, pas du tout une valeur de gauche à l'entendre. Vous savez, ce que je vais répondre au ministre, c'est qu'on est dans du Sarkozy dans le texte. Déjà, moi, je crois en la valeur du travail. Ce qui a de la valeur, c'est le travail en lui-même, mais le travail n'est pas une valeur en soi.
voyez, ce qui compte, c'est les travailleurs, c'est la vie des travailleurs, c'est à quel point le travail rémunère. Aujourd'hui, c'est du travail, ok, mais pas n'importe quel travail, ni à n'importe quel prix. Et finalement, quand on considère que c'est bien de travailler, mais qu'on accepte l'ubérisation, qu'on accepte finalement des horaires décalés, qu'on accepte l'emploi précaire, bon, ben, ça c'est du travail à n'importe quel prix. Ce n'est pas notre position. Nous, on veut du travail de qualité. Et ça, c'est une seule chose simple, c'est la valeur du travail. Vous voyez, ça c'est ce qui distingue Gérald Darmanin de la gauche, c'est que nous, on est d'abord du côté des travailleurs et non du côté de celles et ceux qui utilisent le travail comme un facteur d'aliénation. Nous, c'est un facteur d'émancipation. Merci beaucoup Arthur Delaporte d'avoir été avec nous en direct cet après-midi sur BFM TV. Anne-Sora Dubois, un mot sur cette intervention de Gérald Darmanin qui, on l'a dit effectivement, tacle assez violemment LFI, la NUPES et LFI. Très violemment même, et encore une fois, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire ce décalage de sémantique, enfin, en tout cas ce changement de sémantique. Parce que ce ne sont plus les mêmes auditoires auxquels on s'adresse. Avant, on s'adressait aux Français, maintenant on s'adresse aux oppositions. Et on voit bien que Gérald Darmanin a choisi la méthode brute pour s'adresser aux oppositions, avec notamment une façon d'essayer de décrédibiliser l'adversaire principal qui est la NUPES, puisque LR, ce sont les alliés potentiels. Le Rassemblement national, il y a eu un petit tacle hier quand même, il n'a pas oublié un petit mot pour elle. Gérald Darmanin, dans le JDD, il disait qu'elle s'embourgeoisait, qu'elle parlait plus aux classes populaires. Et il a gardé le gros morceau pour la NUPES. Effectivement, Gérald Darmanin, il disait, il y a ceux qui défendent la négation du travail, ceux qui pensent qu'il faut travailler de moins en moins et défendent le droit à la paresse, c'est le gauchisme, paresse et bobo. Je le cite en clair, les gens qui vous disent qu'il ne faut pas faire cette réforme, évidemment, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que sous-entend le ministre de l'Intérieur. Ce que sous-entend le ministre de l'Intérieur, c'est les gens qui vous disent qu'il ne faut pas faire cette réforme, c'est ceux en fait qui sont des flemmards et qui vous disent qu'il ne faut pas travailler parce que ils n'ont pas envie de travailler tout simplement. Alors c'est un peu réducteur et c'est un peu simple, mais il espère marquer l'opinion aussi, Gérald Darmanin, avec cette façon de décrédibiliser ceux qui seront effectivement les principaux opposants au sein de la bataille parlementaire. Merci Anne-Sora Dubois pour ces décryptages. Ce sont presque 6 Français sur 10 qui se disent opposés à cette réforme. Résultat, dans 2 jours, on verra s'ils sont mobilisés également sur le terrain pour cette grande manifestation. 2e journée de mobilisation et de grève de ce 31 janvier. Ce dimanche, le ministre des Transports, Clément Beaune, a déclaré qu'il envisageait une journée également difficile, voire très difficile dans les transports. Et justement, à 17h, vous le voyez aujourd'hui, vous connaîtrez sur BFM TV les précisions détaillées de ce trafic à la SNCF et la RATP pour la journée de mardi. Ce sera avec Sonia Carnero sur notre antenne. Pour cette journée de mardi, plus de 220 rassemblements sont prévus partout en France, avec notamment une mobilisation jusque dans les stations de ski. Les saisonniers, notamment, sont mobilisés contre cette réforme. Les précisions d'Antoine Forestier à Courchevel. Oui, il y a 100% des remontées mécaniques qui sont ouvertes cet après-midi à Méribel. Ce ne sera pas forcément le cas mardi avec ce préavis de grève contre la réforme des retraites. On en parle avec Pierre Scholl, qui est le représentant national pour les remontées mécaniques. Merci de répondre à nos questions. À quoi s'attendre pour la journée de mardi ? Bonjour. Alors, nous, on a été agréablement surpris de voir des centaines de saisonniers rejoindre les cortèges contre la réforme des retraites à Albertville le 19, où on a posé nos premiers préavis. Et là, pour le 31, on s'attend à une amplification du mouvement, c'est-à-dire à encore plus de saisonniers qui descendent, notamment parce qu'il y a des préavis dans plus de stations. Et les retours qu'on a, c'est qu'il y aura du monde. Donc, il y aura forcément sur les stations des conséquences qui seront selon les stations, ça peut être 2-3 appareils qui sont fermés ou des secteurs. Il n'y aura pas de blackout total, vu ce qu'on entend, mais il y aura quand même une expression forte. De toute manière, nous, notre volonté, elle n'est pas de pénaliser les clients, elle n'est pas de pénaliser la saison ou les différents événements qui peuvent arriver. Nous, on veut juste faire passer le message très fermement contre cette réforme de la retraite et aussi contre les mesures du chômage qui nous pénalisent très durement. Justement, qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans cette réforme, vous, avec les métiers spécifiques que vous avez, c'est notamment ce qui concerne la pénibilité ? Alors, nos métiers sont des métiers qui sont durs, au froid, des métiers où on a des accidents très fréquemment. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait une reconnaissance de la pénibilité. Et de toute manière, ce qu'on demande à la CGT, c'est la retraite à 60 ans, à taux plein, pour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir fait un point avec nous. C'est vrai qu'il y a cette journée de mardi avec quelques difficultés donc à attendre pour les clients de ces stations et éventuellement dans les prochains jours il y a les championnats du monde ici qui sont attendus à Méribel et les syndicalistes ici réfléchissent à d'autres formes d'action pour se faire entendre, pour dire non à cette réforme des retraites.
16h17, l'actualité à l'étranger à présent et cette réponse du gouvernement israélien après ces 2 attaques ce week-end, dont une qui a fait 7 morts vendredi près d'une synagogue à Jérusalem. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui promet une réponse israélienne, dit-il, forte. Ce dimanche, il a rendu visite aux familles des victimes. L'exécutif israélien qui a décidé notamment d'imposer des mesures contre des familles de terroristes. Les explications de Benjamin Pétrovert, journaliste à I24 News. On sait que ce sont 2 Palestiniens de Jérusalem-Est. Et c'est au fond la mesure et le message qui a été donné par Benjamin Netanyahou hier soir lorsqu'il a appelé à une réponse forte et rapide. Il est question, d'une part, et ça a été fait cette nuit, de murer la maison du terroriste, mais il est question aussi de révoquer la carte d'identité israélienne de la famille des terroristes ainsi que leurs droits sociaux. Pourquoi ? Parce que les habitants palestiniens de Jérusalem ont un statut très particulier. Ce ne sont pas les mêmes qu'en Cisjordanie. Ils ont un droit de circulation dans tout Israël. Leur révoquer ce statut, cela veut dire qu'ils ne pourraient plus circuler en Israël, et leur révoquer leurs droits sociaux, ce serait aussi une incitation aux futurs terroristes ou aux futures familles de terroristes à ne pas mener de nouvelles attaques. Un mot de sport à présent avec les championnats du monde de handball et cette finale. Ce soir, France-Danemark, ce sera à Stockholm. Arnaud Valadon, on vous retrouve, vous êtes sur place pour RMC Sport et BFM TV. Nos Bleus, donc, qui visent une 7e couronne mondiale, rien que ça. Et on peut s'attendre forcément à une grosse finale face au double tenant du titre danois. France-Danemark, c'est toujours un choc de titans, c'est la plus belle affiche que l'on espère toujours dans un championnat du monde de handball. C'est l'équivalent, si vous voulez, de France-Brésil en football. Les Français et les Danois, ce sont les plus gros rivaux sur cette dernière décennie. Ils se sont souvent affrontés, des batailles épiques. Il y a eu la finale des Jeux Olympiques en 2016, remportée par les Danois à Rio de Janeiro au Brésil. Et lors des Jeux Olympiques de Tokyo il y a 18 mois, eh bien, ce sont les Français qui avaient pris leur revanche 25-23. Vous le voyez, nous sommes à la Tele2 Arena de Stockholm. C'est un stade de football transformé en salle de handball à l'image de ce qui s'est fait en France du côté de Villeneuve-d'Ascq avec le stade Pierre-Mauroy. Il y aura beaucoup de Danois. Copenhague-Stockholm, c'est seulement 7 heures de route. Côté français pour ce match, toujours une très grosse incertitude pour Nicolas Karabatic qui a toujours mal aux pieds. C'est vraiment le taulier à 38 ans, l'icône, le plus grand joueur de handball de tous les temps. Les Français, vous l'avez dit, veulent cette 7e étoile. C'est un chiffre symbolique pour le handball parce qu'une équipe est composée sur le terrain de 7 joueurs. Merci beaucoup Arnaud Valadon, envoyé spécial RMC Sport BFM TV à Stockholm. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous parlerons de la réforme des retraites et notamment des propos de Gérald Darmanin tenus il y a quelques minutes à Marseille. Je cite la NUPES en particulier. LFI n'aime pas le travail. Le ministre de l'Intérieur très offensif à 2 jours de cette nouvelle grande mobilisation contre ce projet de réforme des retraites. Allez, on continue. Essayez d'esquiver. Allez, on y va. Regarde. Un petit, ça va rentrer. Allez, on continue. On lâche pas, on continue. Allez, allez, on cherche, on esquive. Allez, on continue. Allez, on continue. On y va, allez. Hop. Voilà, formidable. Un geste bien répété finit toujours par payer. Allez, on continue. La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue avec le temps. Continuons la vaccination. Que voyez-vous ici? L'histoire ou bien l'avenir? Alfa Romeo Tonale hybride rechargeable. Rechargez vos émotions. Hé, c'est les soldes chez Emma, avec jusqu'à moins 50% de réduction. Vous aussi profitez du confort Emma, avec notre fameux matelas, nos oreillers ou nos lits, vous allez adorer. Commandez vite sur emma.fr. L'aspirateur Dyson V15 résout les problèmes de poils d'animaux. Il démêle, aspire les poils et révèle la poussière invisible. L'aspiration la plus puissante de Dyson. Nettoyage en profondeur des foyers avec animaux. Rendez-vous sur Dyson.fr et dans nos Dyson Demo Store pour découvrir les offres. C'est fou comme notre nature l'emporte toujours. Vivre ensemble, intensément,
Contre vents et marées. Et si ça finit en mal de gorge peu intense et sans fièvre, l'isopaïne vous accompagne. L'action antibactérienne de l'isopaïne cétylpyridinium lysozyme combat localement l'infection et soulage la gorge. L'isopaïne, combattez le mal de gorge, pas votre nature. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. On avait l'idée. Mais pour développer notre app, il nous fallait de la structure, un plan, du financement. Ouais, non. Et surtout, il nous fallait quelqu'un pour mettre le feu. Les experts comptables, des conseils qui mettent le feu. Allez, soyez courageuse. Soyez invincible. Soyez imperturbable. Soyez dans le métaverse ou juste sous une petite averse. Soyez comme tout le monde ou soyez comme personne. Pour chacun d'entre vous, nous déployons depuis 35 ans toute notre énergie et nos réseaux. SFR, soyez vous. Parier, ça peut être sur un coup franc, sur un but de la tête, ou encore sur un score exact. Parier, ce sont des possibilités presque illimitées. Mais le plus important, c'est de se fixer des limites pour que le jeu reste un plaisir. Parions Sport, partenaire premium du Paris Saint-Germain. Voilà à quoi je vais ressembler quand j'aurai perdu du poids avec Comme J'aime. Je vais être grande, hein? Et non Clément, vous ne ressemblerez jamais à Adriana. Par contre, si vous voulez découvrir quelle sera votre silhouette avec des kilos en moins... Scannez ce QR code. Ensuite, vous allez choisir le poids que vous voulez perdre. Et voilà, vous découvrez votre nouvelle silhouette. Vous allez enfin avoir un réel aperçu de votre silhouette après 5, 10, 15 kilos en moins. Ah là d'accord, là ça me semble un petit peu plus réaliste. Scannez le QR code juste ici ou rendez-vous sur commej'aime.fr. Élu service client de l'année 2023. Les nuits sont toujours plus longues quand on a mal aux dents, même quand elles ont fini de pousser. Alors chez Groupama, quel que soit votre âge, nos dentistes partenaires vous soignent avec des avantages privilégiés. Groupama, la vraie vie s'assure ici. I know what I know, I'm falling on that too. Pumping the beat through. So smile when you wake up, 'cause I like you. Laissez chaque détail vous inspirer. The colors in my soul. Kia Sportage, un modèle d'inspiration. Disponible en version hybride, hybride rechargeable, essence et diesel. Kia, movement that inspires. Ce vendredi 3 février, tirage Euromillions exceptionnel. Avec la pluie de millionnaires, 100 joueurs vont gagner 1 million d'euros chacun. Pour tenter votre chance, rendez-vous en point de vente ou sur l'appli FDJ. Chaîne thermale du soleil, renaître. Y êtes-vous allé? Êtes-vous allé là où personne ne devrait? Si ça vous est arrivé, alors vous savez. Vous n'êtes jamais seul. Où que vous alliez, nous y allons. À chaque pas, chaque mur, chaque ascension. Nous sommes derrière vous. Hyundai Ioniq 6, c'est un grand pas pour l'électrique. Awaken your world. Pour une expérience inoubliable à bord de Hyundai Ioniq 6 100% électrique, réservez votre essai sur Hyundai.fr. On peut savoir ce qu'un mec de Free fait chez nous? C'est l'installateur Free Pro. Mais avec ça, on aura tous une fibre de fou et un forfait mobile 5G, donc... Bien sûr, nous, on est RIF. Mais pour la boîte, on prend Free Pro. Y a rien qui vous gêne. On fait comment si quelqu'un l'apprend? Ok, on n'a qu'à faire un pacte. Personne n'en parle. Bah oui, mais lui, il peut parler. Eh ben, faut pas le laisser partir. Vous allez faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? On va rester chez Free Pro, nous? Un jour, peut-être, RIF fera mieux que Free. En attendant, retrouvez le meilleur de Free pour les entreprises chez Free Pro. Merci Free Pro.
Météo avec Groupe Verlaine. Solution de centrale photovoltaïque avec option de stockage pour profiter de la lumière, même en cas de coupure. La météo avec VPN Auto, réseau spécialiste de l'occasion récente. VPN Auto, la bonne occasion en toute confiance. La météo avec Antargaz Énergie. Antargaz accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Antargaz partout en France. Vos prévisions pour ces prochains jours et pour ce lundi matin. Eh bien, nous allons retrouver encore beaucoup de grisailles. Les conditions restent calmes, mais la grisaille reste présente également. Attention, quelques pluies faibles et en arrivant sur le nord-est, ces précipitations pourront donner un petit peu de verglas. Soyez prudents si vous devez circuler. À l'arrière de cette dégradation, on va retrouver sur l'extrême nord un ciel un peu plus lumineux. À l'avant, beaucoup de grisailles, notamment sur le sud-ouest. Ce sera ensoleillé des Pyrénées jusque sur le quart sud-est avec beaucoup de vent, Mistral et Tramontane qui devraient même se renforcer lundi dans le courant de l'après-midi, mais surtout dans le courant de la soirée et en première partie de nuit. Alors, on conservera du soleil. Les nuages qui se morcellent aussi en journée sur le sud-ouest. En revanche, sur une bonne moitié nord, on va conserver beaucoup de grisailles, des pluies faibles. Toutefois, les quelques éclaircies sur l'extrême nord du matin vont gagner du terrain, du Cotentin jusque sur les Ardennes. Alors les températures, ça reste froid en matinée, encore de fréquentes gelées. Ce lundi matin, elles s'échelonneront de -6 jusqu'à 5 degrés. Ce sera à Brest, ce sera à Lille aussi, il fera 3 à Paris, des gelées sur le sud-ouest également, -2 degrés. Et dans l'après-midi, là, ça commence à remonter. On attend 9 degrés à Paris, il fera 13 degrés à Nice ainsi qu'en Corse. Vous avez regardé la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, le climat de confiance. C'était la météo avec VPN Auto, réseau spécialiste de l'occasion récente. VPN Auto, la bonne occasion en toute confiance. C'était la météo avec Antargaz Énergie. Antargaz accompagne ses clients dans leur transition énergétique. Antargaz partout en France. 16h30 sur BFM TV. Bienvenue si vous nous rejoignez dans l'après-midi info. À la une de l'actualité cet après-midi, cette déclaration. La NUPES, en particulier la France Insoumise, n'aime pas le travail. Gérald Darmanin passe la seconde dans son offensive contre les opposants à la réforme des retraites. En déplacement à Marseille ce dimanche, il va de nouveau viser la gauche qu'il avait déjà accusée dans les colonnes du Parisien de gauchisme, paresse et bobo. Décryptage de ce changement de ton à la veille du début du débat parlementaire dans ce journal avec Anne Sora-Dubois du service politique notamment dans un instant. Mardi aura donc lieu une nouvelle mobilisation contre cette réforme des retraites, ce projet. Près de 7 Français sur 10 se disent toujours opposés au texte. La journée sera difficile, voire très difficile mardi dans les transports, selon le ministre Clément Beaune. Les prévisions pour la SNCF et la RATP à suivre en direct à partir de 17h sur BFM TV. En Ukraine, les combats se poursuivent inlassablement dans le Donbass. La région de Donetsk est particulièrement visée par Moscou aujourd'hui avec des tirs qui ont été repoussés par Kiev, selon les déclarations sur place. Nous retrouvons Rémi Inc à Sloviansk dans le Donbass. Mais tout d'abord, ce durcissement de ton au sujet de la réforme des retraites. Après des accusations de gauchisme, paresse et bobo dans les colonnes du Parisien, Gérald Darmanin persiste et signe. Aujourd'hui, en déplacement à Marseille, le ministre de l'Intérieur, vous allez entendre, remet une couche. Il faut les distinguer, ceux-là, ceux qui aiment le travail, avec ceux qui n'aiment pas le travail. Et je crois qu'il y a aujourd'hui, mais tout le monde le constate, chez la NUPES et singulièrement à la France Insoumise, des gens qui n'aiment pas le travail, qui n'aiment pas la valeur travail, qui veulent une société sans effort, sans travail, et qui mentent finalement aux Français parce qu'ils disent qu'on pourrait très bien vivre sans travailler. Et moi, je veux dire que c'est aussi nier les conditions des classes populaires, des ouvriers, des employés, qui savent que c'est par le travail qu'on s'en sort, c'est par le travail qu'on peut devenir propriétaire de sa maison. Anne Sora-Dubois est avec nous. Visiblement, il en fallait un qui s'y colle pour taper sur la NUPES. Et il y allait de main ferme, Gérald Darmanin, aujourd'hui depuis Marseille. Alors, il va très fort, Gérald Darmanin. Au cas où vous poseriez la question de savoir s'il a craqué comme ça, Gérald Darmanin, s'il décide en cavalier seul d'aller taper sur la NUPES, évidemment que tout ça est concerté. On est à 24 heures, moins de 24 heures du début de l'examen de la réforme des retraites devant la commission des affaires sociales. Il en faut effectivement toujours un qui endosse ce rôle. Depuis un peu plus de 24 heures, on a bien senti que la communication gouvernementale, que l'offensive gouvernementale changeait de terrain et donc de ton, de sémantique. Avant, l'exécutif s'est attaché à s'adresser aux Français, essayer de les convaincre. Cette bataille est désormais perdue, en tout cas pour l'instant, estime le gouvernement. Et donc désormais, c'est la bataille politique et parlementaire qui prend le relais. D'où
un changement de ton beaucoup plus offensif, quasi brutal. Et celui qui incarne cela depuis un peu plus de 24 heures, c'est Gérald Darmanin. La Première ministre, elle a enfoncé le clou en disant ce sera 64 ans et je n'aime pas les fausses informations, mais tout ça est quand même beaucoup plus pondéré. Gérald Darmanin, c'est le Premier ministre, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de droite, estampillé qui a grandi dans l'écurie Sarkozy. C'est le ministre de l'Ordre. Il ne s'en est jamais caché. Il a même voulu en faire un élément de construction très important de son image. Et donc, finalement, pour lui, c'est facile d'aller, d'une certaine façon, d'aller taper sur la gauche qui organise ces manifestations et qui, en plus, court le risque, parfois, de déclencher, par ces manifestations, des troubles à l'ordre public si jamais les manifestations dégénèrent. Donc finalement, tout est un peu là pour que ce soit Gérald Darmanin qui endosse ce rôle. Ce qu'il dit aujourd'hui, LFI n'aime pas le travail. Il avait commencé à le dire dans les colonnes du Parisien ce matin. Il y a ceux qui défendent la négociation du travail, ceux qui pensent qu'il faut travailler de moins en moins et défendre le droit à la paresse. Le gauchisme paraît ses bobos. Voilà. Pourrait-on marquer davantage la différence programmatique et même de conception de la politique, de vision de la société qu'entre le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la NUPES? Non, c'est lui qui va endosser le rôle de celui qui est dans la classe et qui dit aux élèves remuant au fond de la classe, maintenant ça suffit. Évidemment, tout cela est joué, tout cela est extrême, c'est fait exprès. C'est fait exprès aussi pour jouer ce rapport de force qui va se jouer à partir de demain matin dans l'hémicycle entre la NUPES, qui est farouchement opposée à la réforme, et le gouvernement qui maintient, quoi qu'il arrive, cet âge de 64 ans et qui maintient tout simplement sa réforme. Maintenant, ça n'est plus vis-à-vis de l'opinion, mais c'est quand même évidemment un message adressé à l'opinion. L'idée, c'est de dire, regardez, c'est projet contre projet. Nous, la majorité, c'est ce qu'elle veut dire, nous, la majorité, on défend le travail. Face à nous, on a ceux qui défendent la paresse. Si on vous comprend bien, c'est un peu réduit, mais Anne-Sora Dubois, ça veut dire qu'en gros, Gérald Darmanin endosse un peu le rôle du bad cop, du mauvais flic. Face à lui, un ton plus posé, en tout cas du côté d'Elisabeth Borne, hein, qui, elle, en tout cas, réaffirme les choses ce matin. Elle réaffirme que parmi les points qui ne seront pas négociables, il y a celui de l'âge de départ à la retraite. Hein, on reste bien à 64 ans non négociable. Elisabeth Borne qui l'a rappelé encore aujourd'hui chez nos confrères de France Info. Non, ça n'est plus négociable. La retraite à 64 ans et l'accélération de la réforme Touraine, c'est le compromis que nous avons proposé après avoir entendu les organisations patronales et syndicales, après avoir échangé avec les différents groupes parlementaires. Et c'est, je vous le dis, nécessaire pour assurer l'équilibre du système. Anne, là aussi, fermeté du côté de la Première ministre. Hein. Pas de question de négocier sur cet âge de départ à 64. Oui, parce que la Première ministre et le gouvernement, d'ailleurs en totalité, considèrent que cette négociation a déjà eu lieu, en tout cas que la concession a déjà été faite. C'est vrai qu'à l'origine, on parlait plutôt de 65 ans et pas de 64 ans. C'est le chef de l'État qui a ouvert la voie entre les deux tours de l'élection présidentielle. Alors est-ce que ça veut dire pour autant... Parce que donc 64 ans, c'est non négociable. Il y a des contraintes qui sont posées sur ce texte qui sont elles aussi non négociables. En tout cas, quand on écoute l'exécutif. Donc, ça veut dire qu'à la fin, il reste très peu de marge de manœuvre. Qu'est-ce qui reste? La carrière des femmes, on le redit encore une fois, même des députés de la majorité plaident pour une avancée dans ce sens, notamment pour les femmes qui ont eu des enfants, des carrières hachées, les rachats de trimestres. Comment est-ce qu'on fait pour les congés maternité? Est-ce qu'il n'y a pas là quand même une injustice quasiment de sexe qu'il faudrait compenser? Deuxième axe peut-être d'amélioration sur la pénibilité. Encore faudrait-il définir les carrières pénibles. On vous rappelle que ça fait plus de 10 ans que ça n'a pas été fait en France. Tout simplement définir la liste des métiers considérés comme pénibles. Enfin, dernier point, et ce point est très important, c'est la clause de revoyure. Jusque-là, le gouvernement n'avait pas vraiment ouvert la porte à ce qui est à l'origine une demande du MoDem, qui fait donc partie quand même de sa majorité. Le MoDem demandait que d'ici au moins la fin du quinquennat, il y ait une clause de revoyure. Pour vous rappeler, on va arriver jusqu'à l'âge de 64 ans si la réforme est votée, mais d'ici 2030. Et ça sera progressif, donc par étapes. On va gagner un trimestre par étapes successives. Et quand on sera à la fin du quinquennat, on en sera à 63 ans et 3 mois. La proposition du MoDem, à laquelle Elisabeth Borne semble ouvrir la voie aujourd'hui, c'est que d'ici la fin du quinquennat, donc d'ici la prochaine élection présidentielle, on puisse faire un point d'étape pour voir si effectivement la mise en application de la réforme, si toutefois, encore une fois, elle est votée d'ici là, eh bien nous permet d'aller vers l'équilibre du système. Et si effectivement on a suffisamment progressé vers l'équilibre, on ne sera peut-être pas obligé d'en arriver à 64 ans. Voilà cette clause de revoyure qui est
évoquée par Elisabeth Borne. La porte n'est pas grande ouverte, elle est un peu ouverte. Elle dit, par exemple, en transparence, on pourrait avoir un point d'étape sur où on en est. On pourrait avoir ce débat au Parlement d'ici la fin du quinquennat. En tout cas, donc la porte se ferme sur les 64 ans. Hein. Ça, elle le rappelle bien la Première ministre. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'elle se met à dos Laurent Berger, la CFDT, qui était pourtant ouverte aux négociations, avec qui c'est plus facile de discuter pour le gouvernement, qui a rejoint les restes des syndicats pour dire non, 64 ans, c'est non négociable, ni d'un côté ni de l'autre, donc on ne va pas s'entendre là-dessus. Et effectivement, c'est une difficulté pour l'exécutif parce que la CFDT, syndicat dit réformiste, qui a soutenu la dernière tentative de réforme des retraites, le gouvernement comptait quand même, non pas sur l'appui de Laurent Berger, ça aurait été excessif, mais au moins sur le fait qu'il ne soit pas vent debout, qu'il n'appelle pas à la grève, à la mobilisation, au blocage, pour contrer la réforme. Effectivement, Laurent Berger, même lors de la précédente réforme des retraites, il avait fait de ses 64 ans une ligne rouge. Il l'a redit, invité à Matignon face à la Première ministre. Pas un jour, pas un mois, pas une année de plus que 62 ans. Et donc, effectivement, Laurent Berger ne pourra pas être compté comme un allié. En revanche, est-ce qu'il sera sensible éventuellement à cette petite porte ouverte d'une clause de revoyure qui donc permettrait de ne pas aller jusqu'à 64 ans, mais de s'arrêter un peu avant? On le verra. Ça apparaît assez peu probable dans la mesure où, encore une fois, je vous redis ce qu'avait dit Laurent Berger, pas un jour, pas une semaine, pas un mois de plus. Il était opposé farouchement au report de l'âge. Et quand la Première ministre lui dit ce sera 64 ans et ça n'est pas négociable, on imagine que la rupture est consommée, au moins temporairement, entre le leader de la CFDT et le gouvernement. Merci beaucoup, Anne. Nous sommes en direct avec Eva Sass. Merci d'être en direct sur BFM TV. Vous êtes députée NUPES de Paris, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. D'abord, on aimerait avoir votre réaction sur la sortie de Gérald Darmanin depuis Marseille cet après-midi qui dit, je le rappelle, la NUPES et la France Insoumise n'aiment pas le travail. Quelle est votre réaction ? Nous lui disons que c'est tout à fait le contraire. Au contraire, nous respectons les travailleurs et quand on a passé une dure vie de labeur, on a le droit de se reposer et respecter le travail, c'est justement accorder à ceux qui ont travaillé toute leur vie la possibilité enfin de prendre leur retraite à 62 ans comme actuellement. Je crois qu'au contraire, c'est un mauvais procès qui est fait aux écologistes, à la NUPES, quand on leur dit qu'ils ne respectent pas le travail. Je crois que c'est ce gouvernement qui ne respecte pas le travail. Alors, vous ne cherchez pas à bordéliser le pays, comme l'a dit encore hier Gérald Darmanin, hein, qui va à chaque fois avec des expressions de plus en plus fleuries. Je crois qu'il n'attend que ça, Gérald Darmanin, qu'on bordélise le pays. Mais non, les manifestations sont très pacifiques. Nous sommes déterminés, mais nous n'avons absolument pas l'intention de bordéliser. En revanche, nous serons fermes et nous ferons tout ce qu'il faut pour qu'il retire cette réforme qui est injuste et injustifiée. Les Français l'ont très bien compris. J'étais encore ce matin sur un marché à Porte-Dorée. Tous les Français me disaient, en tout cas ceux que je rencontrais, il n'y a aucune raison de faire cette réforme. On peut tout à fait trouver le financement qu'il faut. Il manque 10 à 14 milliards d'ici 2030. Moi, je suis membre du Conseil d'orientation des retraites. Donc, je vois très bien qu'en fait, il y a un manque de financement qui est très faible et qui peut tout à fait être trouvé. Et les Français l'ont très bien compris. Donc, ils ne vont pas travailler 2 ans de plus alors qu'il n'y a pas besoin de faire cette réforme. Par rapport à ce qu'a dit la Première ministre Elisabeth Borne sur l'âge de départ légal à 64 ans, ce n'est plus négociable, a-t-elle dit. Vous aviez encore un peu d'espoir que ça puisse être négocié et que ça puisse changer, vous, ou c'était déjà pour vous acté ? Moi, je n'ai jamais pensé qu'on pourrait négocier sur les 64 ans et c'est pour ça que depuis le départ, on lui dit retirer les 64 ans. On pourra éventuellement discuter du reste, mais on voit bien qu'en fait, c'est une réforme complètement idéologique, une espèce d'acte d'autorité où il faut avoir un marqueur de droite dans ce quinquennat, visiblement. Mais justement, puisque c'est une ligne rouge pour nous, et pour eux, eh bien, je crois qu'il n'y a qu'une seule façon, en fait, c'est de mobiliser, qu'on soit tous dans la rue le 31 janvier pour contraindre ce gouvernement à retirer cette réforme qui n'a Vous pensez encore que c'est possible ? Rien de justifié. Je pense absolument que c'est possible. Nous les avons fait reculer en 1995, nous les avons fait reculer finalement dans le premier quinquennat Macron sur cette première réforme des retraites. Et moi, je ne vois pas comment un gouvernement gouverne contre son peuple. Il y a 72% des Français qui sont
opposés à cette réforme. Je ne vois pas comment ce gouvernement va imposer aux Français de travailler 2 ans de plus. Ils ne le souhaitent pas. Ils ont raison de ne pas le souhaiter parce que c'est injuste et injustifié. Donc nous serons aux côtés des organisations syndicales dans la rue le 31 janvier et tous les autres jours s'il le faut, parce qu'on ne peut pas accepter que ce gouvernement impose cette réforme injuste qui va pénaliser les femmes et qui va pénaliser ceux qui ont commencé à travailler tôt. On ne peut pas imposer à un peuple une mesure comme ça totalement injustifiée. Donc c'est bien le point de blocage sur les 64 ans qui vous continue de vous opposer, alors que justement vous évoquiez la situation des femmes notamment et des carrières hachées. La Première ministre est revenue dessus encore en disant que on a compris entre les lignes que c'était un point qui pourrait être négocié dans l'hémicycle. Est-ce que ça serait par exemple une concession qui pourrait vous permettre d'accepter le texte ? Mais absolument pas, parce que pourquoi cette réforme, elle pénalise les femmes? Parce que quand on est dans le privé, par exemple, nous avons 2 années de cotisation par enfant. Moi, j'ai commencé à travailler à 24 ans, mais j'aurais pu, et j'espère que je vais prendre ma retraite à 62 ans parce que j'ai eu 3 enfants. Et avec cette réforme, eh bien, en fait, on efface ce bénéfice des 2 ans par enfant dans le privé, 6 mois quand on est dans le public, et on va contraindre les femmes à travailler jusqu'à 64 ans alors qu'elles auraient pu partir à 62 ans grâce à ce bénéfice des 2 ans par enfant. Donc vraiment, c'est une réforme qui pénalise prioritairement les femmes et c'est dû aux 64 ans. Donc il n'y a rien à négocier. Si on ne retire pas les 64 ans, de toute façon, c'est une réforme qui pénalise les femmes. Donc les femmes, comme tous les autres Français, seront dans la rue parce qu'il faut défendre nos droits. C'est bien la moindre des choses qu'on puisse avoir des années de cotisation quand on a eu des enfants dans notre carrière, car cela nous pénalise énormément, comme toutes les études le montrent. Merci beaucoup Eva Sas d'avoir été avec nous cet après-midi sur l'antenne de BFM TV. Alors à quelle mobilisation faut-il s'attendre pour mardi? Ce sera très important selon Arnaud Marcinkiewicz qui est secrétaire syndical CGT Cheminots. Les chiffres de grévistes qui nous reviennent jusqu'à maintenant sont très importants. Les cheminots vont être mobilisés mardi massivement sur des chiffres à peu près, voire supérieurs à la journée du 19 janvier dernier. Donc voilà, ça montre la détermination qu'ont les cheminots, mais aussi, je crois, l'ensemble du monde du travail aujourd'hui à gagner une autre réforme des retraites plus juste, plus équitable pour l'ensemble du monde du travail. Ce sera donc une deuxième grande journée de mobilisation en semaine. La dernière fois, c'était un jeudi, là, c'est un mardi. Jean-Luc Mélenchon, il propose de son côté de se mobiliser aussi le week-end. Est-ce que c'est une idée que vous pourriez retenir ? C'est une idée qu'on pourrait retenir, mais aujourd'hui, nous, ce que nous faisons, c'est que nous appelons à la grève dans les travailleuses et les travailleurs, à la grève et à impacter sur l'économie, à impacter sur le capital pour pouvoir bloquer et gagner sur nos revendications. Donc nous appelons à la grève mardi, mais aussi à rejoindre l'ensemble des points de rassemblement et manifestations sur l'ensemble du territoire. Il y en a plus de 200 qui sont recensés sur le site internet de la CGT. J'invite l'ensemble des travailleurs et des travailleuses à venir le consulter, à venir se rassembler, à venir discuter et à venir manifester, surtout mardi. Et à Paris, ce sera place d'Italie à 14h. Donc ça, c'est pour le plus proche, pour mardi. Par ailleurs, avec Sudrail, la CGT Cheminot propose 2 jours consécutifs de grève les 7 et 8 février, au début des vacances scolaires de la zone A, puis une grève reconductible possible à partir de mi-février. Alors certes, 64% des Français de notre dernier sondage ELAB disent soutenir la mobilisation, mais est-ce que vous ne craignez pas, à force, de finir par vous mettre à dos un certain nombre de Français ? Écoutez, on verra. Déjà, nous allons mettre effectivement au sujet, à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de mardi, le sujet effectivement des 7 et 8 février prochains, mais aussi de la reconduction. Ce qui est à l'ordre du jour, effectivement, c'est l'amplification du mouvement dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs et des travailleuses de ce pays pour gagner une autre retraite. On est soutenu, tant mieux. Puis on verra, voilà, on verra dans la poursuite du mouvement. Journée difficile, voire très difficile, selon le gouvernement, à prévoir mardi dans les transports. Alors pour tout savoir, des prévisions de trafic à SNCF et RATP sur cette journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Rendez-vous tout à l'heure sur BFM TV. Tous les détails à 17h avec Sonia Carnero. On évoque aussi ce dimanche l'actualité en Ukraine. Ce sont ces combats qui se poursuivent jour après jour dans le Donbass, à l'est du pays. Kiev affirme aujourd'hui avoir repoussé des attaques dans la région de Donetsk, près de Blahodatne et dans 13 autres localités. Blahodatne que la milice paramilitaire Wagner déclare, elle, contrôlée. Quelle est la situation actuellement sur la ligne de front? Les précisions de Rémi Ink, notre envoyé spécial à Sloviansk dans le Donbass.
Alors effectivement, la milice russe privée Wagner assure contrôler ce village de Blaoudatné, mais Moscou ne confirme pas pour le moment cette information et Kiev conteste cette victoire. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que cette ville est évidemment stratégique. Pourquoi ? Parce qu'elle se situe sur la route nord qui dessert la ville de Bakhmout et que si les Russes prennent le contrôle de ce village de Blaoudatné, eh bien ils pourront couper complètement l'accès à cette ville de Bakhmout par le nord, sachant que les Russes contrôlent déjà l'est de cette ville de Bakhmout et accentuent leurs offensives également sur le sud. Les combats qui sont également violents et intenses à Vuhledar, c'est plus au sud. Cette ville de Vuhledar, cette cité minière située sur une colline, ce qui rend évidemment stratégique cette position puisque elle permet de pouvoir avoir une vue d'ensemble de tous les alentours et les combats sont très intenses. Les Russes ont intensifié leurs efforts sur cette ville de Vuhledar. Pourquoi ? Parce que selon eux, une victoire, une conquête de cette ville leur permettrait d'avancer ensuite vers des villes plus importantes comme la ville de Pokrovsk par exemple. Là aussi, on assiste à une guerre de communication entre Moscou qui assure déjà contrôler la partie sud et la partie est de la ville, quand Kiev assure avoir repoussé une nouvelle fois cette offensive russe. Ce qui est certain, c'est que les combats sont intenses, des combats d'artillerie, des combats même d'infanterie, avec des soldats qui sont sur le terrain et qui se battent pour le moment. D'après les dernières informations que nous disposons ici, les Ukrainiens tenteraient de s'installer dans une large zone industrielle, puisqu'une large zone industrielle occupe cette ville de Vuhledar. Ils essayent d'y installer des positions durables et fortes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Vuhledar est donc très stratégique et que Bakhmout l'est également. Ces deux villes qui aujourd'hui concentrent le front de cette guerre et qui seront évidemment stratégiques pour la poursuite de cette guerre ici en Ukraine. Tout de suite, notre chronique santé. Prenez soin de vous. Votre programme commence dans 8 secondes, soit le temps qu'il faut pour transformer votre canapé en vrai lit. Votre programme avec la maison convertible. C'est en effet un trouble du sommeil qui est mal connu et surtout pas assez recherché. Il concerne à peu près 3 millions de Français. Ça veut dire presque autant que de diabétiques ou d'asthmatiques. Alors, elle se traduit pendant le sommeil par des arrêts répétés de la respiration qui sont dus à un relâchement de la langue et des muscles de la gorge. Donc, ça va coincer au niveau de la gorge et provoquer de brefs arrêts respiratoires, parfois 10, 20, 30 fois par heure. Alors, le plus spectaculaire, c'est quand ça survient chez un ronfleur. C'est environ 3% des cas. Vous avez le bruit des ronflements, puis tout d'un coup, plus rien. Le silence pendant 10 à 20 secondes, c'est assez angoissant. Et puis, ça repart aussi bruyamment. Alors, le ronflement, c'est banal, mais ce n'est pas un problème pour la santé. Ça serait plutôt d'ailleurs pour le couple. Alors que l'apnée du sommeil, eh bien, ça peut entraîner des symptômes graves. En perturbant le sommeil, avec des réveils qui sont très courts, très fréquents, mais dont on n'a pas conscience, eh bien, ça peut conduire à une somnolence dans la journée, avec un risque accru de 2 à 7 fois plus d'accidents du travail ou de la route. Autres symptômes, fatigue le matin, endormissement fréquent, difficulté de concentration, irritabilité. Le lien n'est pas toujours facile à faire avec l'apnée du sommeil. Il faut y penser en particulier chez les personnes qui sont en surpoids, qui sont plus âgées, chez ceux qui ronflent beaucoup, et lors de la prise régulière de somnifères ou d'alcool. Et puis ça peut aussi survenir chez certains enfants. Alors au-delà de ces symptômes, qui sont bien sûr gênants, l'apnée du sommeil, au long terme, eh bien, ça augmente de façon importante le risque de maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, l'arythmie cardiaque, l'infarctus du myocarde. En résumé, gare à la somnolence dans la journée. Cela mérite d'éliminer une apnée du sommeil. Et il existe des examens qui sont relativement simples, qui enregistrent tout votre sommeil, ce qu'on appelle la polygraphie respiratoire nocturne, la PRN. Eh bien, c'est un examen qui permet de ne pas passer à côté et surtout, ce qui est important, c'est qu'il existe des solutions qui sont très efficaces sur ces symptômes. Pour avoir plus d'informations, je vous conseille le site Alliance Apnée du Sommeil. Voilà, nous on se retrouve dimanche prochain et d'ici là, prenez soin de vous. Votre programme est fini depuis 8 secondes, soit le temps qu'il faut pour transformer votre canapé en vrai lit. Votre programme avec la maison convertible. C'est la fin de l'après-midi info. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Dans un instant, c'est BFM Story Weekend avec Sonia Carnero. Et vous allez connaître les prévisions de trafic dans les transports. C'est important pour la journée de mardi, cette journée de manifestation et de grève contre le projet de réforme des retraites. C'est donc à suivre à partir de 17h dans un instant sur BFM TV. Très bonne fin de journée à tous. Bonne fin de dimanche, au revoir.